La charrue avant les bœufs, un podcast proposé par Édouard Saury et Olivier Boucher. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, je suis avec Jacques Aristide Perrin, chercheur à l'ISARA en sciences sociales. Bonjour Jacques Aristide. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, on fait un épisode avec Jacques Aristide. On va l'appeler Jacques pour cet épisode, ce sera plus simple, sur l'eau en agriculture. Alors plus clairement, on va pas brasser juste ce sujet dans sa totalité, l'eau, son cycle, etc. Mais vraiment l'eau en agriculture, comment on l'utilise, pourquoi, le problème qu'on a à avoir besoin de réfléchir sa gestion et notamment son stockage. C'est clairement un problème qu'on rencontre un petit peu aujourd'hui tous les jours dans les médias. Vous avez entendu parler des méga-bassines, vous avez entendu parler des retenues. On va essayer de traiter ce sujet-là aujourd'hui avec nos intervenants. C'est un sujet qui a toujours existé. Quelque part, on a toujours cherché à stocker l'eau. Pas seulement pour l'agriculture, aussi pour l'industrie, pour l'énergie, pour les loisirs. Mais le fait qu'on soit face à une raréfaction des ressources, au changement climatique, on a véritablement une tension aujourd'hui sur cette ressource qui fait que ça devient un sujet de premier plan. Vous avez des exemples, vous avez évidemment les méga-bassines dont vous avez entendu parler à Vienne, en Charente-Maritime, les fameux barrages de Caussade ou de Sivins, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, justement, pour ne pas rentrer directement sur ces sujets complexes, on va d'abord aussi prendre le temps de définir ce sujet, de voir la diversité des dimensions et des infrastructures dont on parle, essayer de mieux comprendre ce problème avant de tenter une réponse qui, de toute façon, sera, vous vous en doutez, un petit peu nuancée. Alors, pour traiter le sujet, on a 4 intervenants autour de nous avec Jacques. La première intervenante est Nadia Carluère. Nadia, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, donc je suis Nadia Carluère, hydrologue à INRAE Lyon-Villeurbanne et j'ai piloté une expertise scientifique collective sur l'impact cumulé des retenues qui visait à faire le point sur les connaissances scientifiques sur ce sujet. Et donc, merci Nadia. À côté de toi, nous avons Benoît Sarrazin, un local de l'étape. Benoît, est-ce que tu peux te présenter aussi ? Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Donc Benoît Sarrazin, enseignant-chercheur en agro-environnement et géomatique à l'ISARA dans l'unité de recherche agroécologie. Je suis là pour discuter avec vous et puis j'ai pas mal travaillé dans un certain nombre de projets de recherche sur l'accompagnement des acteurs des territoires, sur des questions de gestion de l'eau, alors surtout qualitative, notamment en lien avec les problèmes d'érosion des sols agricoles ou des problèmes de pollution diffuse par les pesticides, mais aussi de gestion quantitative de l'eau. On travaille notamment dans des régions d'étangs piscicoles à l'ISARA. On a développé ces compétences-là et ce sont des retenues aussi. Et il va falloir aussi gérer cette masse d'eau face au changement climatique. Merci de nous rejoindre, Benoît. On va enchaîner avec le suivant, prochain intervenant, Nicolas Vallée. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux te présenter aussi ? Bonjour et bonjour à tous. Donc moi je suis géographe de formation. Je suis aujourd'hui directeur adjoint de l'association Rivière Rhône-Alpes-Auvergne, aussi connue sous l'acronyme de ARA. On anime un réseau de professionnels de la gestion des milieux aquatiques et de l'eau en Auvergne-Rhône-Alpes. On n'est pas une association militante ou de protection de la nature, mais plutôt un réseau d'échanges entre professionnels, d'échanges de pratiques, de retours d'expérience et de formation entre les professionnels de l'eau au sens large. Et donc on regroupe des collectivités, des organismes de formation et de recherche, des services de l'État. Et voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un membre de un syndicat de rivière, membre de notre association, se posait des questions sur le sujet des retenues d'eau et il nous a demandé en 2020 une étude bibliographique sur le sujet, sans parti pris, afin d'éclairer ses décisions avec ses élus. Donc je suis pas un spécialiste du sujet, je suis généraliste, mais voilà, j'essaie d'apporter une vision globale. Eh bien, merci d'être avec nous. Et enfin, on va terminer avec Renaud Dimas. Bonjour. Bonjour à tous. Donc Renaud Dimas, je suis animateur du plan de gestion de la ressource en eau pour le syndicat mixte du bassin versant du Doubs. Donc le Doubs, c'est un affluent du Rhône en rive droite, donc dans le nord Ardèche. Du coup, la particularité de ce bassin versant, c'est qu'il est équipé en retenue depuis l'après-guerre. Donc depuis les années 50, on voit la construction de retenues. Et j'ai suivi aussi pour le territoire l'étude de l'impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques. Merci Renaud. Donc, comme tu l'as dit Olivier, l'actualité et les défis à venir, notamment via le changement climatique, justifient le thème de cette émission essentiellement pour présenter les enjeux globaux et territoriaux donc, de ce qu'on appelle les retenues d'eau, dans un contexte
essentiellement agricoles pour cette émission, avec l'objectif de rendre le plus compréhensible possible ce sujet-là, au maximum, au plus grand nombre. Donc il s'agit de mieux connaître les relations entre les retenues d'eau et le contexte agricole, et d'apporter des éléments de connaissance et des éléments de compréhension pour se faire tout simplement une opinion après cette émission. Et pour cela, c'est pour ça que nous avons donc invité un certain nombre d'intervenants, chacun et chacune avec leur spécialité, leur discipline, leur regard, pour essayer d'avoir une diversité de points de vue et de connaissances. Et nous avons structuré cette émission de façon à ce que chacun parvienne à comprendre ce sujet et à se faire une opinion, parce qu'on sait très bien que les enjeux d'eau, les enjeux environnementaux, c'est assez complexe. Ça demande un certain nombre d'éléments, et c'est important justement d'avoir cette pluralité de perspectives. Alors Renaud, je te pose une question. Finalement, la gestion de l'eau, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, il faut savoir que tout ce qui est de la gestion de l'eau est cadré par ce qu'on appelle les SDAGE, donc schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, donc qui sont rédigés par l'agence de l'eau. Donc pour notre territoire, on est tous concernés par ce territoire, c'est Rhône-Méditerranée-Corse. Et derrière, donc plus particulièrement sur la gestion de la ressource en eau, en fait, il y a eu des grosses études, donc que ce soit ce qu'on appelle les études volume prélevable ou les études HMUC, analyse, hydrologie, usage et climat, qui auront le même but, c'est-à-dire en fait, on regarde la ressource en eau, on regarde en fait les besoins qu'a le milieu naturel, donc les cours d'eau, on regarde les prélèvements, et après soit on se retrouve donc dans des cas de figure où il y a de la ressource encore disponible, soit on se retrouve dans les cas de figure où les volumes potentiellement prélevables sont identiques aux volumes prélevés, donc on est dans un gel des prélèvements, ou après on se retrouve comme le bassin versant du Doubs, où en fait les volumes prélevés sont supérieurs aux volumes prélevables, et du coup donc on se retrouve avec des milieux aquatiques qui souffrent. Et du coup derrière donc on entame en fait une phase de réduction en fait des prélèvements. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi c'est important déjà de conserver les besoins du milieu naturel, de les préserver, de s'assurer que justement les rivières, les cours d'eau dont tu parles, continuent à avoir une alimentation en eau? Est-ce qu'on ne peut pas simplement considérer que sur certaines périodes, ils sont plus alimentés? Alors après, chacun aura son point de vue. Moi, je pense que tout ce qui est milieu aquatique apporte déjà la santé. Ça apporte aussi, il faut avoir conscience que si on prend toute l'eau, du coup il y a pas mal d'usages aussi qui servent des milieux aquatiques, qui ne consomment pas forcément d'eau. Par exemple, je pense au tourisme avec les baigneurs, je pense au tourisme avec le canoë-kayak, je pense aux pêcheurs qui, s'ils se retrouvent sans eau, c'est plus de poissons. Voilà, donc c'est tout cet aspect-là. Et voilà, moi j'ai tendance à rappeler qu'il y a en plus cette question que l'eau c'est la vie, et un cours d'eau sans eau c'est plus de vie, et c'est plus de vie pour le territoire non plus, quoi. D'accord, donc c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, il y a nécessairement des gros enjeux de concertation, c'est-à-dire qu'il faut travailler cette concertation sur le territoire pour traiter ce problème avec des gens très différents. Alors l'eau concerne tout le monde, qu'on soit industriel, qu'on soit dans l'agriculture, qu'on soit collectivité pour alimenter en eau potable. Le domestique, enfin dans ton foyer, tu es concerné par l'eau. Tout le monde en fait est concerné par l'eau. Pour s'habiller par exemple, c'est 15 000 mètres cubes d'eau qu'il faut pour créer ses vêtements. Enfin voilà, vraiment l'eau concerne tout. Et du coup forcément la concertation, alors ça se fait avec énormément de personnes, donc c'est pas forcément facile, mais petit à petit, voilà, nous ça fait maintenant plus de 10 ans on va dire qu'on se concerte sur la gestion quantitative. Donc au début on avait des réunions plus ou moins houleuses, où chacun défendait ses positions. Petit à petit chacun met de l'eau dans son vin, et alors on n'est pas toujours d'accord, mais déjà on arrive à échanger, et du coup ça permet d'avancer. Voilà. D'accord. Alors pour avancer justement sur le sujet, évidemment quand on parle des retenues, le premier truc qui nous arrive de discuter entre nous, c'est de savoir exactement de quel type de retenue on parle, pourquoi faire, le type d'infrastructure. Et pour ça, du coup Nadia, si tu es d'accord, tu vas essayer de nous présenter par rapport à ton travail, comment on classe ces choses-là, quels sont les différents types de retenues, leurs différences, et pourquoi on ne peut pas toujours parler de la même manière de ces choses-là. Oui, c'est une des grandes difficultés quand on parle des retenues, c'est qu'il y en a une grande diversité qui s'agisse des usages, puisqu'on a des retenues depuis très longtemps pour la pisciculture ou pour l'agrément. Et au fil du temps, il y a des usages qui se sont ajoutés pour l'irrigation, les loisirs, l'adduction en eau potable, l'abreuvement du bétail. Il y a aussi une grande diversité au niveau notamment de l'alimentation, des types d'alimentation des retenues, ce qui va beaucoup piloter le type d'impact que ça peut avoir sur le milieu. Donc, on a considéré 5 grands types d'alimentation. Les retenues alimentées par pompage dans la nappe, qui, quand elles sont grosses, c'est ce qui est appelé maintenant les méga-bassines qui défraient l'actualité. Les retenues alimentées par pompage dans la rivière, celles qui sont en travers de la rivière, en barrage de la rivière. Les retenues collinaires, donc qui normalement sont alimentées seulement par ruissellement, mais qui souvent sont sur des têtes de cours d'eau.
Et puis une dernière catégorie qui sont les retenues en dérivation du cours d'eau. Et il y a encore un autre nom qu'on entend souvent, c'est le nom de retenue de substitution. Là, la définition varie et a tendance à être de plus en plus large, mais la définition la plus rigoureuse, ça, c'est dans le titre en fait, c'est des retenues qui substituent des usages, des prélèvements en été par des prélèvements en hiver au moment où on remplit les retenues quand la ressource est disponible. Alors juste sur ces différentes typologies, si je résume, en gros, on peut soit pomper de l'eau qui est dans le sous-sol, dans les nappes phréatiques, on peut faire barrage à une rivière, on peut dériver cette rivière, ou on peut, comme les retenues collinaires, attendre, parce qu'il y a une topographie qui s'y prête, que l'eau ruisselle à l'endroit où on attend l'eau. C'est ça. Ok. Est-ce que, par rapport à tout ça, il y a d'autres choses qui sont importantes, justement, pour bien comprendre les différentes infrastructures, la manière dont elles fonctionnent, les volumes qu'elles gèrent? Il y a une grande diversité en termes de taille aussi. On a des retenues qui vont de à peine 1000 mètres cubes à des retenues qui font plusieurs millions de mètres cubes, comme Serponçon qui est le plus grand barrage de France. Il y a des retenues qui ont une gestion individuelle et d'autres des retenues collectives, ce qui complique aussi la concertation et la gestion collective de l'eau qui est retenue dans ces ouvrages. Et une des difficultés, c'est qu'on ne connaît pas bien le nombre et les caractéristiques des retenues au niveau national. On pense qu'il y a à peu près 600 000 plans d'eau en France, qui représentent à peu près 4000 km², donc 0,7% de la surface totale de la France, avec un très grand nombre de retenues qui sont de taille inférieure à 1 ou 10 hectares, mais qui représentent 85% des retenues en nombre, mais seulement 40% en surface. Et donc... Et on ne les connaît pas parce qu'elles ne sont pas déclarées, elles ne sont pas visibles? Les petites, elles ne sont pas visibles même par télédétection quand elles sont cachées derrière les arbres. Donc télédétection, c'est par imagerie satellite, c'est ça? C'est ça, oui. Les grandes, elles sont bien connues, bien répertoriées. Et puis on a en dessous de 1000 m², il n'est pas nécessaire de déclarer les retenues. Entre 1000 m² et 3 hectares, il faut les déclarer, mais on n'a pas besoin d'autorisation. Au-dessus de 3 hectares, il faut des autorisations. Et avant les années 2000, je pense qu'elles se construisaient, même les grandes, sans autorisation, à part les très grands ouvrages. D'accord. Eh ben merci pour cet éclairage. Si je peux me permettre, oui, bien sûr, Renaud il y a Dumas. aussi sur tout ce qui est dans la création des retenues, quand la retenue est supérieure à 1000 m3, même si elle est inférieure à 1000 m², la retenue doit être déclarée. Voilà, c'était juste une petite précision. D'accord. Parce que le prélèvement est supérieur au prélèvement domestique. Donc du coup, il y a besoin d'une déclaration. Voilà. C'est bien, ça me permet tout de suite de comprendre les complications techniques et réglementaires de ce genre de sujet. Il faut être un peu un habitué. Est-ce que Nicolas Vallée, aussi, toi, tu peux nous apporter un peu tes éléments d'explication sur le sujet? Tu nous parlais entre autres de différence entre politique d'offre et de la demande. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, en fait, agir sur la ressource en eau en termes quantitatifs, il y a plusieurs moyens. C'est comme en économie en général, on peut agir sur l'offre, donc c'est la politique de l'offre, où on va réutiliser de l'eau usée, traitée par exemple, faire des transferts entre bassins versants de ressources en eau. Et on a le stockage, donc les retenues d'eau font partie de cette politique de l'offre, puisqu'on sécurise la ressource avec l'objectif du coup de satisfaire les usages. Donc on casse avec cette politique le cycle naturel de l'eau, le grand cycle de l'eau. Et on a de l'autre côté en face la politique de la demande qui va consister à faire des économies d'eau, à s'orienter vers plus de sobriété dans nos usages. Donc ça passe par modifier les usages, changer les pratiques pour assurer un meilleur partage d'une ressource qui aujourd'hui est rare et qui va le devenir de plus en plus. Et donc avec l'idée derrière cette politique de la demande de préserver le cycle naturel de l'eau. Et comment ça se concrétise, ce jeu de l'offre et la demande? Comment ça se passe sur le terrain pour trouver le bon équilibre justement entre la balance finalement à trouver entre les utilisateurs d'eau et ceux qui permettent de le stocker?
C'est complexe. C'est complexe et on a les politiques publiques qui incitent fortement à travers le SDAGE, donc le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, à réduire justement notre consommation d'eau par un changement de pratique. Alors là, on est dans une école d'agronomie, donc on parle d'agriculture. Dans l'agriculture, justement, on peut diminuer l'utilisation de l'eau nécessaire pour les plantes. Mais il y a aussi des financements qui vont vers justement du stockage et de la création de retenues d'eau par les agences de l'eau. Alors on va revenir justement un petit peu sur toutes ces pratiques et ces éléments concrets de terrain. Tu nous expliquais aussi déjà un truc qui me semble un peu clé pour essayer de comprendre le sujet, qu'on ne peut pas parler de la même chose, en tout cas on ne parle pas clairement de la même manière en fonction si on est en train de qualifier le prélèvement d'eau ou la consommation d'eau, ce qui vraiment est pas si clair que ça. En tout cas, moi personnellement, je pourrais même utiliser les deux termes un peu de manière équivalente quand je fais pas gaffe. Et l'agriculteur a pas du tout le même statut en fonction de si on parle de son rôle de préleveur ou de consommateur d'eau. Est-ce que tu peux réexpliquer ça, s'il te plaît ? Un prélèvement d'eau, c'est on capte une partie de la ressource et qu'on la restitue ou non. Au milieu ensuite. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais de Serre-Ponçon tout à l'heure, Nadia. Serre-Ponçon, c'est un prélèvement d'eau, mais l'eau est intégralement restituée, en partie restituée, en grande partie restituée au milieu. Un barrage hydroélectrique, c'est la même chose. On va juste prélever de l'eau, on va le stocker et on va le restituer à un moment donné quand on va turbiner. Juste pour être sûr que ce soit clair, quand tu dis restituer, ça veut dire en fait elle est stockée temporairement, mais à un moment donné, pour essayer d'être un peu pragmatique, on ouvre les vannes et elle repart dans la circulation. Schématiquement, oui, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Par contre, une consommation, c'est un prélèvement qui ne restitue pas l'eau au milieu. D'accord. Un exemple de ça, ce serait quoi par exemple ? Un exemple, c'est l'usage agricole. D'accord. Puisque en fait, l'eau va être utilisée par les plantes, par les plantes de culture. Donc il n'y a pas de restitution de l'eau au milieu naturel et elle est captée pour un usage. Elle est consommée pour un usage. D'accord. Et donc par rapport à cette distinction, l'agriculteur, tu disais, n'est pas le principal, enfin l'agriculture en général, pas le principal préleveur, mais le principal consommateur. C'est ça. Et de très loin, puisque c'est en moyenne 50%, il me semble, de la consommation d'eau en France pour l'agriculture, contre, je crois, moins de 2% des prélèvements d'eau qui sont faits par l'agriculture. L'essentiel, c'est les barrages hydroélectriques notamment. D'accord. Donc d'où le fait qu'on traite ce sujet eau et agriculture, le fait que ce soit le principal consommateur implique un peu de facto que c'est aussi une catégorie de personnes qui sont particulièrement vulnérables au fait que la ressource diminue. Je ne sais pas si vous avez éventuellement des exemples ou des conflits très concrets de terrain, j'imagine, dans vos études ou sur là où vous travaillez. C'est un secteur, on peut dire, particulièrement vulnérable. On peut l'assumer, ça ? Oui, tout à fait, puisqu'il est dépendant à 100% de la ressource en eau, en fait. Donc, s'il pleut pas, voilà, on n'a plus d'agriculture. Enfin, Nadia Carluère. On peut quand même rappeler que l'essentiel de l'agriculture en France est pluviale. Hein. Il y a une partie qui est irriguée et cette partie-là est très dépendante à la disponibilité de l'eau pour irriguer, mais une bonne partie de la SAU est en agriculture pluviale. D'accord, alors c'est un point très intéressant. Je pense qu'on va justement essayer de nourrir un peu cette réflexion parce que dans notre débat qu'on peut avoir entre nous, j'ai l'impression qu'il y a justement cette question de savoir cette grosse consommation d'eau finalement, est-ce qu'elle est pour tous les agriculteurs, partout, pour toutes les cultures, tous les types d'agriculture, ou est-ce que justement en fait on parle aussi d'une agriculture un peu spécialisée qui est axée sur cette consommation de l'eau comme tu le présentais Nicolas. Mais avant ça, est-ce que Jacques, on peut profiter de ta présence et de ton regard de sciences sociales pour nous donner aussi même si c'est pas parfait, mais ton regard sur le point de vue un peu sociétal de ça. Qu'est-ce qu'on doit manipuler comme enjeu de société finalement quand on traite de cette question ? Alors, premièrement, il faut déjà savoir que, sur un point de vue juridique, l'eau en France, du moins, est considérée comme un patrimoine commun de la nation. Donc, cette formulation lacunaire, finalement, elle dit beaucoup et peu de choses à la fois, parce que ça pose aussi la question de finalement ce patrimoine commun.
qui y a droit, pour quel type d'usage, quel type de culture. Et ça, évidemment, après, on entre directement dans des enjeux, ce qu'on appelle sociopolitiques en sciences sociales et sciences humaines, et qui pose aussi la question, in fine, pour quel intérêt général cette eau doit-elle servir. Donc que ce soit de multi-usages. On en parle de gestion intégrée du milieu aquatique. Et au-delà de la propriété foncière de ces retenues, qui sont très diverses, comme Nadia l'a explicité, cela pose donc de multiples questions sur sa distribution. Qui a le droit de recourir à ces retenues? Pour en faire quoi? Au nom de quoi? À quelle période de l'année? Quelle quantité, évidemment? Et quels sont après les bénéficiaires, directs ou indirects, de cette eau, mais aussi, bien sûr, les impacts, directs ou indirects, de ce prélèvement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est vraiment cette gestion de l'eau, finalement, revient à distribuer cette quantité pour de multiples usages qu'on dit humains ou non humains. Alors, simplement pour faire un léger briefing, entre guillemets, sur les arguments pro et contre retenus, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet assez politique, d'actualité via les méga-bassines. Finalement, la retenue d'eau, donc elle peut être considérée pour les personnes qui en sont favorables comme une ressource, essentiellement, pour des activités humaines, donc qui permettent de se développer, ce qu'on appelle une vision anthropique. C'est évidemment pour l'agriculture, on l'a dit, avec des arguments de souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire, par rapport aussi aux multiples services, ce qu'on appelle la multifonctionnalité de l'agriculture, la gestion des paysages, etc. Et aussi un autre type d'argument, et Nadia l'a dit tout à l'heure, finalement l'irrigation. Donc là, un des objectifs de retenue d'eau dans le milieu agricole, ça représente finalement que 7% à l'heure actuelle des exploitations agricoles. Alors, même si ce chiffre est croissant. À l'inverse, les personnes qui sont contre ces retenues, c'est vraiment un discours totalement opposé, si on fait ce qu'on appelle une analyse des discours. D'une part, ces personnes-là sont davantage favorables à considérer l'eau dans un milieu naturel, voilà, pas seulement une vision sectorielle. Il y a aussi évidemment des arguments qui mettent en avant les impacts justement de ces retenues très importantes sur la biodiversité, sur l'hydromorphologie, la forme des rivières, les impacts écologiques, biologiques. Donc voilà, ça sera un peu long de tout expliciter, mais il y a tout un argumentaire aussi qui existe pour dénoncer les méfaits de ces retenues-là. Et enfin, il y a un dernier enjeu aussi juridique qui a été un peu abordé tout à l'heure. Finalement, ces retenues-là, elles doivent être déclarées selon leurs caractéristiques, selon le mode d'alimentation de la retenue, selon aussi le volume d'eau en soi. Et ça demande des procédures vraiment très complexes en lien avec l'administration, les collectivités territoriales pour respecter tout un cadre administratif et réglementaire. Et l'autre complexité, c'est que la gestion de l'eau, elle a un cadre administratif, juridique qui lui est propre. Le monde agricole également. Et c'est arriver à croiser ces deux silos-là pour avoir une gestion, entre guillemets, durable qui pose notamment problème, puisque c'est tout un enjeu qui rappelle le fonctionnement du millefeuille administratif français. Et ce qu'on appelle aussi la gouvernance multiniveau, où il y a plein d'acteurs différents à différentes échelles et il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble. Voilà. Bon, alors je ne sais pas si vous l'avez compris, mais donc en gros c'est un sujet qui n'est pas purement que technique. Il y a clairement un volet social et politique qui est au moins aussi énorme que le volet technique et de compréhension en fait de l'hydrologie et des cycles de l'eau, de sa consommation. Alors, on a commencé par dire en introduction que si on se retrouve aujourd'hui pour parler de ça, c'est parce que, même si le phénomène n'est pas nouveau, il y a véritablement un sujet d'actualité parce qu'il y a l'augmentation d'une tension sur la ressource. Et alors, est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu détailler justement ce phénomène-là? Pourquoi? Est-ce que par exemple, Nicolas, Renaud, vous pourriez préciser sur les phénomènes de pluviométrie? Qu'est-ce qui change? On parlait de VP, ETP. Est-ce qu'on peut préciser les évolutions sur ces indicateurs-là? Les sécheresses qu'on rencontre, à quoi elles ressemblent? Est-ce que, Nicolas, tu veux commencer? On a vu une sécheresse longue cette dernière année. En 2022, c'était catastrophique. Cet hiver, ça a duré jusqu'à cet hiver, du coup, sans suffisamment de pluie. Puis il y a des évolutions qui sont attendues avec le changement climatique et les projections en France prévoient un climat qui sera en moyenne significativement plus sec dans la moitié sud. On aura une plus grande variabilité inter- et intra-annuelle des précipitations.
et on s'oriente vers une multiplication des événements extrêmes en nombre et en intensité, que ce soit des sécheresses, des canicules ou des pluies intenses, quoi. Est-ce qu'on a une idée si ce scénario, donc en même temps baisse de quantité éventuellement, mais aussi incertitude sur quand on a finalement de la pluie et en termes d'intensité de pluviométrie, est-ce que c'est des petites pluies, est-ce qu'on a d'un coup des orages dévastateurs? Est-ce que c'est un petit peu le même scénario de réflexion partout en France, ou est-ce qu'on sait dire aujourd'hui s'il y a des territoires qui ne sont pas touchés pareil? Les projections ne sont pas les mêmes entre la moitié sud qui devrait être plus sèche, la Bretagne également, et par contre l'extrême nord-est du pays qui serait plus pluvieux. Donc voilà, c'est des projections, hein, c'est la projection du GIEC, c'est Explore 2070 il me semble, qui fait ces projections. Nadia dit non. Nadia. Non, Explore 2070, c'est l'impact ensuite sur les débits dans les cours d'eau. Et c'est actuellement, il y a les projections, il y a le portail DRIAS de Météo France qui donne des projections climatiques jusqu'en 2100 selon plusieurs scénarios de régionalisation des scénarios du GIEC. D'accord. Et donc il y a des territoires qui sont vraiment dans une situation plus compliquée que d'autres? Non, mais à part le nom du programme, Nicolas avait raison. Okay. C'est plutôt plus humide dans le nord et plus sec dans le sud. Et ce qui est sûr par contre, c'est qu'il fera plus chaud en été. Et donc l'évapotranspiration sera plus importante. Et donc la demande des plantes en eau sera plus importante. D'accord. Évapotranspiration. Est-ce que quelqu'un est prêt à expliquer à nos auditeurs ce que ça veut dire? C'est l'évaporation de l'eau des plantes. Voilà. Contenue dans les plantes. Ça a le mérite d'être simple. Donc on a à la fois de l'évaporation qui vient du sol et la transpiration des plantes. C'est ce qui nous permet d'évaluer climatiquement une demande de la part de la végétation. Il faut remplir cette demande pour qu'elle fasse sa croissance de manière optimale. On parlait aussi de différents types de sécheresse. Ça veut dire quoi? C'est quoi différents types de sécheresse? Il y a 3 types de sécheresse principalement. C'est une sécheresse météorologique qui est liée à un déficit de précipitation. Donc ça, par exemple, on prévoit une augmentation dans la moitié sud de la France. Une sécheresse agronomique ou agricole qui est liée à un déficit de l'eau, d'eau dans les sols. Donc ça, les prévisions prévoient une augmentation significative de la durée des sécheresses en nappe, donc plus 30% dans les années qui viennent. Et puis une sécheresse hydrologique qui est liée à un déficit d'eau dans la rivière. Donc, et les prévisions vont vers une tendance générale à la baisse des débits des cours d'eau. D'accord. Est-ce que, Renaud Dumas, là-dessus, tu as des compléments ou par rapport au terrain que tu connais par cœur? Est-ce que tout ça est pile dans ce que tu vis? Alors, juste pour information, donc nous, on a une donnée très intéressante là, sur la station météorologique de Mercurol, où dans les années 90, on était plutôt de l'ordre de 950 mm, et aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 850 mm. Nous, on est vraiment, en fait, à la base, entre la limite du climat méditerranéen et le climat, on va dire, nous, on est plutôt un climat pluvial méditerranéen, et là, ça fait, on va pas se mentir, ça fait une dizaine d'années, on rentre typiquement dans le climat méditerranéen, donc avec des épisodes sévenols de plus en plus importants, donc avec de l'eau qui ruisselle, et à contrario, avec des sécheresses de plus en plus longues. D'accord, donc sécheresse et augmentation de l'ETP, c'est le quotidien. C'est exactement ça. On avait aussi éventuellement noté un chiffre. Est-ce qu'il est toujours juste, toujours vrai que la consommation, elle est fortement variable dans le temps, mais que quand même on a 80% des prélèvements printemps-été, sur la période printemps-été? C'est toujours d'actualité? Pour l'agriculture, oui. Oui. Ok. Personne ne se met à irriguer l'hiver? Alors moi, si j'ai quelques précisions là-dessus, où justement, en fait, nous sur le territoire, on a quelques ASA, donc c'est des regroupements d'agriculteurs qui ont en gestion en fait des gros barrages et en fait qui ouvrent le réseau d'irrigation à partir de fin avril jusqu'à fin septembre. Et aujourd'hui, en fait, nous on a un dynamisme en fait de création de petites retenues pour que les irrigants, notamment les maraîchers, puissent irriguer en fait avant la fin avril, avant l'ouverture en fait du réseau, et sur le mois d'octobre aussi, parce que le mois d'octobre est de plus en plus chaud chez nous et les premières pluies qui arrivaient avant. Mon grand-père me disait mi-août, moi j'ai plutôt connu mi-septembre, maintenant c'est plutôt 15 octobre, voire même 15 novembre. Donc du coup, en fait, ouais, on a vraiment une dynamique de création de retenue pour en fait, ces périodes plutôt automnales et début du printemps, quoi, qu'on n'avait pas auparavant. Alors si on revient vers toi, Nadia, tu disais en introduction quand tu te présentais que tu as conduit un projet de recherche typiquement sur notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous réexpliquer rapidement un petit peu ce que c'est ce projet et un petit peu les grandes conclusions, messages clés qui vont avec?
Oui, alors quand cette étude a été demandée par l'Office français de la biodiversité et le ministère de l'Environnement, c'est parce qu'il y avait 2 réformes en même temps. La réforme des volumes prélevables, qui conduisait, comme l'a expliqué Renaud, parfois à limiter les volumes qu'on peut prélever dans le milieu en été, et donc à la demande de création de retenues. Et en même temps, il y avait une réforme au niveau européen des études d'impact qui demandaient d'étudier l'impact cumulé des projets sur un territoire donné. Et donc le constat des directions départementales des territoires, notamment quand ils voyaient arriver des demandes de création de retenues, c'était qu'ils n'avaient ni les outils ni les méthodes pour savoir si sur certains bassins on pouvait encore mettre des retenues ou si on avait déjà dépassé ce qui était raisonnable. Parce que chaque petite retenue, comme celle qu'évoquait Renaud juste avant, peut avoir un impact très marginal sur le milieu. Mais quand on en a 900 sur 600 km², et ça finit par se sentir. Et justement, à ce sujet, quels sont les impacts justement de ces retenues d'eau ? Eh ben, donc on était une quinzaine d'experts à lire ce qui était disponible dans la littérature internationale sur le sujet. Et il n'y avait pas grand-chose sur l'impact cumulé. Il y avait des choses sur l'impact tout court de ces ouvrages. Et on a regardé ce qu'on trouvait à la fois sur le fonctionnement hydrologique, sur l'hydromorphologie, donc la forme du lit des cours d'eau, la qualité de l'eau et l'écologie. Et le constat, c'était que sur chacune de ces composantes, les retenues ont un impact. Pour l'hydrologie, on a une diminution des volumes écoulés qui, au niveau annuel, peuvent varier entre 10 et 50% des volumes totaux, mais qui, en été, peuvent être bien plus importantes, et c'est là que le milieu a le plus besoin d'eau. Mais il faut quand même pas négliger aussi la transformation du régime hydrologique tout au long de l'année, qui a un intérêt au niveau écologique. C'est important que l'eau puisse, que les crues hivernales par exemple puissent décolmater les cours d'eau, faire vivre le lit des cours d'eau, et si on réduit trop ces seuils, ces débits en mettant trop de retenues de substitution, on aura plus ce fonctionnement naturel. Au niveau de l'hydromorphologie, les retenues elles font piège à sédiments pour les particules les plus grossières. Donc, c'est des particules plus fines qui vont vers l'aval, et selon la diminution conjointe des débits et de débits solides, on peut avoir soit incision du cours d'eau, soit colmatage. Et au niveau de la qualité de l'eau, en général, on a réchauffement de l'eau à l'aval des retenues, si c'est des retenues qui reversent l'eau par surverse. Si on a des vannes de fond, on a plutôt refroidissement. On a souvent de l'eutrophisation dans les retenues, donc un développement d'algues qui peuvent proliférer et libérer des toxines. Les retenues piègent beaucoup de phosphore, donc elles représentent des stocks de phosphore pour des dizaines d'années. Et au niveau de l'écologie, on voit un glissement des espèces de poissons, quand il reste des poissons, plutôt vers des espèces qui aiment les cours d'eau peu agités. Une modification aussi des communautés d'invertébrés. Et puis, les retenues se montrent propices à l'installation d'espèces invasives, que ce soit plantes ou animaux. Alors, on comprend l'originalité de cette étude sur l'accumulation de retenues d'eau sur tout le long de cours d'eau. Et finalement, parmi ces résultats-là, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Et potentiellement, est-ce qu'il y a un manque de connaissances encore ? Est-ce qu'il faut aller encore un peu plus loin pour être certain d'identifier justement le bon équilibre, entre guillemets, à trouver entre les usages et cette présence de retenue ? La difficulté, c'est qu'on a montré que ces impacts existaient, mais on ne sait pas forcément, on sait en général pas les quantifier dans un contexte donné. Et notamment en France, où il y a une grande variété de contextes, on ne sait pas dire sur tel bassin, on peut aller jusqu'à telle densité de retenue. Ce qu'on a montré, ce qui est sûr aussi, c'est que l'intérêt d'évaluer ces impacts cumulés à des échelles emboîtées, en considérant bien le grand bassin, puis d'aller sur des sous-bassins et pas de regarder directement, quand il y a un projet de retenue, que ce sous-bassin sur lequel une nouvelle retenue serait installée. Et donc, pour essayer ce qui ressortait aussi, c'était vraiment le manque de données à la fois sur l'implantation des retenues, puisque leur répartition dans le bassin et leur mode d'alimentation a un grand impact sur leurs impacts, a une grande influence sur leurs impacts. Donc, leur répartition dans le bassin, leur mode d'alimentation, leurs caractéristiques, leur volume, est-ce que l'eau est utilisée ou pas, puisque ce qu'on constate, c'est que
pour beaucoup de retenues qui ont été construites dans les années 90, par exemple, elles ne sont plus utilisées, mais elles continuent d'impacter le milieu, même si l'eau n'y est plus prélevée. Donc on a montré un besoin fort d'une base de données un peu centralisée pour mieux caractériser l'existant et mieux caractériser aussi les prélèvements. Et pour aller plus loin, justement compte tenu de ces manques de connaissances, ce qu'on a constaté aussi, c'est que dans la littérature, on ne trouvait que des retenues sur cours d'eau, en barrage de cours d'eau, et des retenues collinaires. Tout ce qui était bassine, donc prélèvement dans la nappe, on n'a jamais croisé ça. Et les retenues en dérivation non plus. Les débits réservés qu'évoquait Renaud tout à l'heure, ça n'était jamais mentionné non plus. Donc pour aller plus loin, l'Office français de la biodiversité a proposé un guide méthodologique pour évaluer l'impact cumulé des retenues sur des bassins et a lancé un appel à projet pour que des bassins versants mettent en œuvre cette méthode, testent si elle était faisable ou pas et acquièrent des ordres de grandeur. Pour tester la méthode. Pour tester la méthode, donc il y a eu 8 bassins versants, dont celui du Doubs, qui ont été choisis. D'accord, c'est une transition parfaite justement parce que Renaud il va nous parler plus de sa situation, parce que si j'essaye à ma manière de résumer très maladroitement ce que tu dis Nadia, c'est que finalement en contexte général on a quand même des informations, même s'il manque un donné, on sait dire si en règle générale ça a un impact sur le volume d'eau, sur un changement d'habitat, refroidissement, réchauffement de l'eau, eutrophication. On peut quand même assumer ces choses-là visiblement. On peut pas dire on ne sait pas ou de toute façon ça n'a pas d'impact et allez-y on verra plus tard. Par contre il y a un vrai besoin d'essayer contextuellement d'être capable de diagnostiquer et de piloter ces projets-là en fonction d'une zone particulière. Alors comment ça s'est traduit pour toi Renaud dans ton travail et est-ce que tu peux préciser des choses? Alors on va commencer par le départ. On dit qu'on a une très mauvaise connaissance en fait de ces retenues. Donc pour information, nous qui on a démarré l'étude en 2019, on s'est renseigné auprès de la police de l'eau qui nous a indiqué que sur le bassin versant on avait 634 retenues. Nous, en récupérant toutes les bases de données, dont la surface en eau, base de données IGN, plus toutes les bases de données qui existaient, plus en regardant sur les photos aériennes, on est arrivé à 891 retenues. En commençant à aller les caractériser, donc c'est-à-dire aller voir les retenues pour voir leur mode d'alimentation, de restitution, sans chercher de nouvelles retenues, on est arrivé à 939. Et aujourd'hui, le plan national inventaire plan d'eau nous annonce qu'on est à 1047 retenues sur le bassin versant. D'accord, c'est comme ça ouvre comme des nouveaux restaurants en ville, quoi. Il y en a tout le temps des nouvelles. Exactement. Ensuite, quelques chiffres pour information. Donc nous, sur le bassin versant, on nous disait toujours qu'on n'avait que des retenues collinaires. Donc cette caractérisation nous a permis de voir qu'en fait, qu'on avait 50% de barrages, dont une dizaine, donc ça fait environ 500 barrages. Il n'y a qu'une dizaine de barrages qui ont un débit réservé, donc ça veut dire 490 qui ne restituent pas d'eau au milieu et qui peuvent à des moments prendre toute l'eau qui s'écoule, donc plus d'eau dans le milieu et plus d'eau pour les usages à l'aval. Derrière, on a à peu près 20% de retenues collinaires, donc strictement alimentées par ruissellement, et après on a 30% qui sont alimentées par des petites sources qui ne donnent pas naissance à des cours d'eau. Après, en termes d'usage aussi, on pensait qu'on avait on pensait qu'il y avait 33% de retenues qui étaient plus utilisées pour l'agriculture, sachant que nous, à la base, elles ont été créées pour l'agriculture. Finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a 33% qui sont à utiliser pour l'agriculture, 33% c'est des autres usages, donc plutôt domestiques, paysagers, avec des fois des grosses retenues, 15 000 m3 et un petit prélèvement pour arroser un petit potager, donc si on prélève 10, 50 m3, c'est le bout du monde. Et du coup, derrière, on a 33% de retenues où aujourd'hui, on ne connaît toujours pas l'usage. Alors, nous, on a une petite idée parce qu'on s'est rendu sur place, mais le propriétaire ou le gestionnaire ne nous a pas donné l'usage qu'il en faisait de la retenue. Pour information, donc toujours la DDT, dans notre étude volume prélevable de 2012, il y avait donc soi-disant 2,29 millions de mètres cubes stockés sur le bassin versant du Doubs. Nous, aujourd'hui, en partant sur les 939, on estime plutôt de l'ordre de 3,8 millions de mètres cubes. Et du coup, dans l'étude volume prélevable aussi, il disait que les retenues ne stockaient de l'eau que l'hiver. Nous, maintenant, on sait que c'est faux et on estime plutôt ce prélèvement des retenues sur l'année à 5,5 millions de mètres cubes. Donc 3,7... Oui, pardon. Non, donc comme le disait Nadia, en fait, là, tu es en train de nous montrer que déjà, en fait, pour comprendre le problème, c'est une étape qui est monstrueuse, où déjà, pour comprendre le panorama de ton territoire, de ce qui s'y passe, en fait, c'est le premier travail. Ça prend déjà un volume colossal de temps. Ouais. Par exemple, sur les 4 ans d'études, on a passé plus de 2 ans et demi à faire cette étape 1 en fait, d'état des lieux, et elle n'est toujours pas finie, parce que comme je dis, il y a 33% des retenues qu'on ne connaît pas. Tous les chiffres que je vous ai donnés de volume, c'est des estimations, j'insiste bien. Donc, c'est-à-dire, en fait, la plupart des propriétaires ne savent même pas le volume qu'ils stockent, et vu que la plupart de nos agriculteurs n'ont pas de compteur, on ne sait pas non plus ce qui est consommé.
D'accord. Et alors, si on revient sur cette question, même à travers cette approximation et les lacunes dans la donnée, dans l'information qu'il y a, est-ce que, même si le travail n'est pas fini, aujourd'hui, par rapport aux impacts dont a parlé Nadia, tu as la capacité au moins à pouvoir assumer de dire, en partie, ou en tout cas en règle générale, et on trouvera toujours des exceptions, oui, il y a un impact, ça change le milieu de telle façon, c'est négatif pour telle chose, c'est positif pour telle autre chose. Est-ce que ça, vous avez déjà un recul et un diagnostic à apporter ? Alors oui, alors du coup on s'est focalisé sur des tout petits bassins versants d'environ 15 km². Le plus grand faisait 40 km². Et du coup, en fait, on a fait des modélisations, qu'elles soient donc hydrologiques ou thermiques. Du coup, sur l'hydrologie, ça rejoint ce que disait Nadia, en fait, c'est que la plupart en fait, des retenues, des 939 retenues, il y en a 3, en fait, entre 3 et 10 qui ne prennent pas l'eau l'été. Par contre, toutes les autres, elles se remplissent. Donc, en fait, plus on va vers des débits qui sont faibles, avec pendant la période de sécheresse, et plus les retenues ont un impact. Donc, Nadia le disait tout à l'heure, nous, c'est de l'ordre de 10% en fait, de diminution des débits par rapport aux retenues sur l'année. Si on regarde plus spécifiquement sur le débit mensuel du mois d'août, on est plutôt de l'ordre de 40 à 50%. Et après, sur le QMNA5, donc pendant les étiages sévères, on est de l'ordre de 70 à 80% en fait, de réduction des débits à cause des retenues. Je parle bien juste à cause des retenues et des prélèvements qui sont faits à l'intérieur. Après, sur la modélisation thermique, on s'est aperçu, donc je pense qu'on avait tous conscience en fait, que les eaux se réchauffaient l'été. Notamment parce qu'en fait, nous, c'est beaucoup de la surverse, donc plutôt des eaux chaudes qui sont restituées au milieu. Surverse, en fait, c'est... il y a un déversoir, quand la retenue est pleine, il y a un déversoir, et donc c'est ce qu'on appelle la surverse. L'eau qui surverse, qui passe par le déversoir pour rejoindre le milieu aquatique, le cours d'eau à l'aval. Du coup, sur cette thermie, donc, on savait qu'on avait une augmentation de la température. On ne la connaissait pas avant la modélisation. Aujourd'hui, on nous annonce qu'on peut avoir jusqu'à plus 8 degrés en température de notre cours d'eau liée aux retenues. Pour information, ça fait qu'on a certains cours d'eau qui dépassent les 25 degrés. Et il faut savoir qu'à partir de 25 degrés, c'est létal pour la truite et pour certains écrevisses. Donc on se posait des questions sur la mortalité de certaines populations piscicoles, notamment la truite. On commence à avoir des réponses. Et quelque chose par contre qu'on ne connaissait pas et qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'en fait même l'hiver ça réchauffe les eaux. Et en fait on peut avoir des réchauffements de plus de 4 degrés. Et en fait l'hiver, il faut savoir que c'est la période de reproduction de la truite. Et donc du coup c'est pareil, on se pose des questions. En fait on a vraiment une dégradation de nos populations piscicoles là, depuis 20-30 ans. Qui est, c'est fulgurant, et en fait on se pose des questions. Voilà, en fait on pensait que c'était létal par rapport aux retenues, aux températures l'été, mais en fait est-ce que la truite arrive à toujours se reproduire sur notre territoire? Voilà, c'est ça la question maintenant qu'il va falloir qu'on puisse répondre, quoi. Et justement, en parlant de questions, moi j'en ai une pour toi. Grâce à l'amélioration des connaissances dans le cadre de cette étude, qu'est-ce que ça provoque finalement sur ton territoire en termes de gestion de l'eau, notamment avec les retenues d'eau qui servent pour les agriculteurs? Comment ça se passe justement cette gestion au quotidien avec ce nouveau contexte réactualisé? Alors juste, on va commencer par l'échelle du département de l'Ardèche, où on a eu la chance en fait aussi d'avoir un deuxième bassin versant, le syndicat de Trois-Rivières, qui a mené l'étude de l'impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques. Donc du coup 2 bassins versants en Ardèche, qui est un peu dans le même contexte que nous. Du coup ça a permis en fait de beaucoup communiquer sur cette étude. Donc du coup derrière, il y a toujours une dynamique en fait de création de retenue chez nous, et il y avait des tensions qui se créaient vraiment avec des plaintes de la fédération de pêche, de certaines associations environnementales. Voilà. Donc du coup, nous on a proposé avec donc syndicat Trois-Rivières de se mettre autour de la table avec les institutions, donc DDT, agence de l'eau, conseil départemental, région, la profession agricole, les syndicats gémapiens et l'ensemble des associations environnementales, pour établir ce qu'on appelle un protocole retenu à l'échelle du département. Donc en fait, on s'est tous mis... Alors les premières réunions étaient très houleuses, mais on a réussi à échanger, à discuter, et du coup on est tombé d'accord donc sur ce protocole qui définit en fait, qui autorise toujours la création de retenues, mais sous certaines conditions. Donc notamment en fait toutes les retenues. Déjà on interdit tout ce qui est retenu sur source. On autorise donc les retenues collinaires. Par contre, elles doivent être déconnectées en période d'étiage. Donc les périodes d'étiage varient suivant les bassins versants, mais généralement c'est du 1er juin au 31 octobre. Et étiage, donc c'est les périodes de basse eau. Ensuite, donc sur les créations de barrages, donc on interdit les créations de barrages dans le lit mineur du cours d'eau. Par contre, on autorise en dérivation, donc c'est-à-dire qu'on met la retenue en dehors du cours d'eau et on peut prélever dans le cours d'eau pour alimenter la retenue. Par contre, la réglementation stipule en fait qu'il faut être au 10e du module, et nous on va au-delà de la réglementation, on va jusqu'au module. En fait, c'est les besoins en eau pour les besoins en eau biologique pour les milieux. Et alors le chercheur en sciences sociales que je suis se pose la question directement en termes d'acceptabilité sur le territoire, comment ça se passe?
Tu parlais de concertation avec les acteurs. Comment ça a été accepté justement sur le terrain ? Alors, honnêtement, je pensais que ça allait être très compliqué. Et en fait, plus on parle aux gens, et plus en fait, on s'aperçoit, les langues se délient. Et en fait, les gens pensaient déjà ça il y a très longtemps. Nous, comme je vous dis, c'est pas nouveau, les retenues, c'est depuis l'après-guerre. Et en fait, c'est que les gens avant n'osaient pas parler. Et aujourd'hui, ils osent parler. Donc, il y a deux écoles. Il y a les écoles qui disent enfin, on arrive à ça. Enfin, on va partager la ressource en eau. Enfin, on va laisser de l'eau à la rivière. Il y a d'autres acteurs qui ne peuvent pas comprendre parce que. Moi, j'ai en tête, par exemple, un agriculteur. Il a une retenue 900 mètres carrés, 800 mètres cubes, mais qui prélève 7500 mètres cubes. Donc, la retenue, elle se remplit 8 à 9 fois l'été, quoi. Et donc, du coup, le cours d'eau à l'aval. Vous m'avez compris, quoi. Et donc, ces personnes-là, oui, c'est compliqué parce qu'on va leur dire, tu vas mettre aux normes ton barrage. Alors, nous, on propose la substitution temporelle. Donc, ça rejoint un petit peu ce que disait Nadia. En fait, c'est d'agrandir la retenue pour ne prélever l'eau que l'hiver. Et ensuite, en fait, laisser l'eau au cours d'eau l'été, quoi. Sachant que c'est toujours pareil, on a de plus en plus de tensions. On a toujours une dynamique de retenue, on est énormément équipé et en fait il y a des retenues qui veulent se créer au-dessus d'autres et en fait les agriculteurs en bas ils viennent souvent venir nous voir, mais qu'est-ce qui va se passer pour ma retenue, est-ce qu'elle va se continuer à se remplir, sachant que telle année elle s'est pas remplie, donc là si j'ai une retenue au-dessus c'est tant de volume en moins pour ma retenue, voilà, donc ça crée quelques tensions. Je comprends, ouais. Je me tourne vers Benoît, enseignant-chercheur, mon collègue ici à l'ISARA, dont les travaux portent sur l'eau en contexte agricole. Finalement, quelle est la marge de manœuvre ? Quels sont les enjeux des agriculteurs et quels sont les enjeux agronomiques en général par rapport à ce thème-là des retenues d'eau ? En fait, on pourrait, pour simplifier un petit peu, on pourrait se dire que au niveau agricole, l'utilisation de l'eau d'irrigation, on a deux grandes manière d'utiliser l'eau d'irrigation. On a des systèmes agricoles qui ont pour des objectifs de production élevés et qui vont utiliser l'eau à tous les coups chaque année pour atteindre leurs objectifs agronomiques. Donc l'eau devient un intrant du système. On a un système qui a pour objectif d'utiliser de l'eau. Il faut voir qu'on a aussi des systèmes irrigués avec des technologies de réseaux d'irrigation sous pression qui sont assez importantes. Donc et la retenue, normalement, elle est plutôt associée à des systèmes agricoles qui vont utiliser l'eau d'irrigation occasionnellement, temporairement, pas forcément chaque année, c'est-à-dire pour ajuster leurs pratiques. Donc on voit bien les deux types de systèmes. Mais l'utilisation systématique dont tu parles pour la première catégorie, du coup, l'eau, elle vient d'où ? Donc dans le cas de l'utilisation systématique de l'eau d'irrigation, l'eau provient d'une ressource qu'il faut garantir et que les agriculteurs garantissent en s'organisant collectivement pour aller créer des réseaux d'irrigation assez complexes, assez lourds à gérer. Donc c'est des prélèvements directement dans le réseau d'irrigation, ça passe pas par une étape de stockage ? Ça peut passer par une étape de stockage. Justement, c'est le problème de la polémique des méga-bassines, il est là. Il est de dire, est-ce que cette eau de substitution, est-ce qu'elle va servir à alimenter des systèmes agricoles dont l'eau d'irrigation est un intrant qui va venir leur permettre systématiquement d'atteindre leur objectif agronomique, ou est-ce qu'elle va venir alimenter occasionnellement des systèmes agricoles diversifiés qui ont besoin ponctuellement de l'eau pour ajuster leurs pratiques et atteindre un certain nombre d'objectifs. Vous voyez la différence entre ces deux catégories de systèmes agricoles. Et alors, est-ce qu'il y a sur la question de Jacques Aristide, des marges de manœuvre, des choses qu'on peut mettre en place sur ces systèmes, que ce soit l'un ou l'autre, mais peut-être en particulier le premier dont tu parles, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement d'avoir besoin de trop d'eau ? La politique finalement de la demande dont parlait Nicolas Vallée, est-ce qu'on peut s'adapter un petit peu ? Tout à fait. Cette politique de la demande, elle peut se traduire de manière différente et de manière en adoptant une stratégie un petit peu intégrée. C'est-à-dire que, en fait, la retenue, retenir l'eau, ça doit être aussi, c'est un enjeu extrêmement important au niveau des sols. C'est-à-dire que la rétention de l'eau, on doit d'abord l'intégrer, la gérer au niveau des sols, donc avec des systèmes agricoles, des pratiques agricoles qui vont permettre de faciliter l'infiltration de l'eau dans les sols, d'augmenter les taux de matière organique des sols, parce que ça permet au sol une meilleure porosité, une meilleure infiltration de l'eau,
Pour le dire un peu trivialement, le but c'est que le sol soit une meilleure éponge. C'est ça. Plus on a une grosse éponge, mieux c'est. Un sol doit être une éponge. Pour être fertile, un sol doit être une éponge. D'accord. Donc ça passe par des pratiques agronomiques. Et donc ça va passer par des pratiques agronomiques sur lesquelles on a ces dernières décennies, sur lesquelles on s'est un peu éloigné, puisqu'on a assisté à une simplification des systèmes agricoles, à une intensification du travail du sol dans les parcelles, à un agrandissement des parcelles aussi. Et donc le premier point, effectivement, c'est de développer des systèmes agricoles avec un ensemble, une combinaison de pratiques qui permettent au sol de stocker plus d'eau. Et c'est cette eau que l'on appelle l'eau verte, l'eau verte qui va alimenter les biomasses végétales. Et souvent, cette eau verte, elle passe à la trappe de la gestion ou des politiques publiques de l'eau, alors qu'il faut tout mettre en œuvre pour accroître ce potentiel de stockage de l'eau verte pour pouvoir alimenter les cultures. Et alors, est-ce qu'au-delà du sol, il y a des leviers éventuels sur la culture en elle-même, sur les plantes qu'on utilise ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des vraies perspectives de changer ou d'adapter d'une quelconque manière le végétal qu'on utilise pour qu'il soit moins gourmand en eau ? On entend souvent ça, la culture miracle, la nouvelle culture qui a plus besoin d'eau ou moins pour pousser. Est-ce qu'on le voit sur le terrain, ça ? Il y a des agriculteurs qui arrivent à faire ça ? Il n'y a pas vraiment de miracle à ce niveau-là. On sait qu'on peut peut-être, effectivement, dans certains cas de figure, aller vers des sélections variétales ou qui vont nous permettre peut-être de faire un petit peu plus face au changement climatique, à ces périodes de forte chaleur et de forte évapotranspiration, mais ça ne résoudra absolument pas tous les problèmes. Et il vaut mieux, effectivement, plutôt travailler à des systèmes de culture différents, plus diversifiés, qui permettent d'aller vers des pratiques qui vont permettre de couvrir les sols, les protéger, des pratiques qui vont permettre je le répète, de renforcer les taux de matière organique des sols. Donc il existe déjà des systèmes agricoles qui sont basés sur ces préceptes-là. Et puis le deuxième élément que je voulais développer, c'est aussi que non seulement l'agriculture a évolué vers une simplification du système agricole, une intensification des pratiques, mais aussi si on déplace le regard à l'échelle d'un espace plus vaste, d'un bassin versant, d'un paysage, on voit que l'agrandissement des parcelles, la réduction de la diversité des cultures et des couverts végétaux, la suppression des éléments, ou du moins la réduction des éléments semi-naturels pérennes, de végétation pérenne, herbacées, arborées, qui permettent de renforcer l'infiltration et donc qui ont un rôle tampon, éponge, comme tu disais Olivier tout à l'heure, eh bien ça a progressivement diminué, pas disparu mais diminué. Et ça c'est aussi un gros problème parce que ça nous empêche de stocker l'eau durablement dans les sols, d'accroître le temps de séjour de l'eau dans le cycle hydrologique. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, au lieu de ralentir le cycle hydrologique, on l'accélère. Et donc, il faut à tout prix avoir cette démarche intégrée. Et donc, la retenue d'eau, elle peut venir accompagner des systèmes agricoles qui vont devoir faire face au changement climatique, clairement, pour ajuster leur pratique et leur fournir une roue de secours, je dirais. Mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt et empêcher de développer ces systèmes agricoles plus résilients, c'est-à-dire qui vont permettre de moins souffrir des fortes périodes de chaleur et des fortes périodes de sécheresse que vous avez définies tout à l'heure, très justement. Donc on voit bien à travers ce que tu nous énonces, finalement, il y a une double stratégie à avoir. D'un côté, sur le champ agriculture, ou quel type d'agriculture veut-on, ou veut-on produire, et aussi dans le terme de gestion de l'eau, voilà, quelle est la concertation, le bon équilibre à trouver entre les usages pour distribuer cette eau. Ce qui me fait poser un peu cette question générale, mais on entend souvent ce terme de maladaptation ou de bonne adaptation au changement climatique. Je pose cette question, mais qui est compliquée, mais finalement les retenues comme outil
Comment peut-on les classer ? Qui a une opinion là-dessus ? Mon opinion, c'est que c'est un outil de maladaptation au changement climatique, clairement. Toutes les retenues ? Pas toutes les retenues, mais en tout cas, principalement celles de substitution, où on sort l'eau du sol, où elle était stockée bien tranquillement, et où finalement elle aurait pu rester, et on va favoriser une évaporation de l'eau en surface de la retenue. Donc ça, il y a aussi un enjeu peut-être scientifique là-dessus, c'est de mieux connaître l'évaporation sur un plan d'eau. Il y a des travaux qui sont des travaux de thèse en géographie et hydrologie là, qui en 2017 montraient que, donc je crois que c'est dans le coin du Marais Poitevin ou dans le centre, qui montrait que l'évaporation d'un plan d'eau, c'était au final sur l'année équivalent à une forêt de feuillus de même surface. Donc c'est un argument qui est vachement utilisé par les pro-bassines. Sauf qu'en fait, on a sorti de l'eau de la nappe phréatique dans laquelle elle était stockée pour la mettre dans une retenue de substitution. Elle va s'évaporer sans avoir apporté quoi que ce soit comme service, alors qu'une forêt de feuillus, elle aura donné du plaisir aux gens qui se seront baladés dedans, elle abritait de la biodiversité, favorisé la biodiversité, permis l'infiltration de l'eau dans le sol, etc. Donc Nadia, c'est pas comparable. Tu veux réagir ? Oui, je voulais compléter sur le fait que les feuillus, quand ils n'ont plus d'eau, ils n'évaporent plus ou ils ne transpirent plus. Enfin, ils sont capables de réduire leur demande, alors que de l'eau à surface, à l'air libre, continuera à évaporer tant qu'il y aura de l'eau. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas sur la maladaptation. Je pense qu'il y a des contextes qui sont vulnérables au manque d'eau, quand les sols sont peu profonds, quand on est sur des régions sur socle, où on a beau mettre en œuvre tous les leviers possibles. Il est difficile de faire du maraîchage, par exemple, si on n'a pas certaines années, si on n'a pas des ressources d'appoint. Et c'est justement la difficulté actuellement, c'est qu'on n'est pas capable au niveau de la recherche de quantifier jusqu'où on peut aller avec les leviers comme l'agroécologie, la mise en place de haies, de fossés d'infiltration, et à partir de quand il faut envisager soit de sacrifier certains usages et de ne pas mettre certaines occupations du sol, soit effectivement de compléter avec des retenues qui forcément sont à l'air libre. Il y a des endroits où on peut augmenter la recharge de la nappe artificiellement, mais dans les régions sur socle, ça n'a pas grand sens. J'ai l'impression que tu développes un petit peu ce qui va nous occuper. On arrive à la conclusion de cet épisode sur finalement en fait des choix politiques de société. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire finalement sur nos territoires pour pouvoir prendre des décisions parfois peut-être fortes sur le fait qu'il n'y a pas assez d'eau, donc il faut arbitrer entre des usages peut-être. Mais alors vous aviez là, je sens un petit peu tous envie de réagir sur le sujet. Donc est-ce que justement sur ces éléments de conclusion en termes d'arbitrage, comment on fait des choix, que finalement il y a beaucoup d'impacts négatifs, mais on a aussi besoin de s'adapter. On ne peut pas juste dire à tout le monde vous arrêtez de faire ce que vous faites, on ne fait plus rien, on est dans un désert, arrêtez tout. Comment on réagit par rapport à ça, et surtout par rapport à la notion de maladaptation qui était donnée par Jacques Aristide. Est-ce que finalement, même si on a un outil qui est éventuellement intéressant, est-ce que vous avez l'impression, dans votre regard d'expert, de terrain, d'analyste, est-ce qu'il est bien utilisé? Est-ce qu'il va vers des principes vertueux, vers des pratiques intelligentes, vers des réflexions alternatives? Ou est-ce qu'il est trop souvent orienté vers des gens finalement qui s'en servent, un petit peu comme tu l'expliquais, je pense, Benoît, pour surtout ne pas changer ce qu'ils faisaient avant? Voilà, je crois que c'est un débat un petit peu qui est vraiment ouvert sur ce sujet-là et que c'est un point intéressant. Donc est-ce que vous pouvez... Benoît. Oui, Benoît, donc avant de laisser la parole, simplement revenir sur les aspects évaporation des plans d'eau, parce que en fait il y a une controverse scientifique à ce niveau-là, et donc là on est bien en train de parler de retenue dont l'usage majeur est l'irrigation, c'est-à-dire l'appui à des systèmes agricoles. Et l'étude que tu évoquais a été faite sur, me semble-t-il, sur des étangs. Donc des étangs dont la fonction principale n'est pas l'irrigation et donc le support à des systèmes agricoles. Donc voilà, il y a des controverses. Je vais peut-être juste refermer la parenthèse en disant qu'il y a aussi des services intéressants. On parle de services écologiques que les retenues d'eau, mais plutôt les plus anciennes, celles qui ont du vécu. Il y a des services intéressants sur le plan de la biodiversité, par exemple, entre autres.
qui peuvent être amenés par des retenues. Voilà, donc il ne faut pas voir non plus tout noir. Même si les retenues peuvent poser un certain nombre de problèmes. Il y a débat autour de la table. En tout cas, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'avant de tirer une conclusion, déjà, il faut savoir de quelle retenue on parle et surtout aussi finalement à quoi elle sert. Pour évaluer ses impacts, on a besoin de mettre en face les bénéfices. L'usage. Et donc, faut parler un petit peu des deux en même temps. Et en fonction de comment on s'en sert, on peut estimer que les sacrifices que l'on fait sont plus ou moins tolérables. Renaud. Oui, juste pour réagir par rapport à la biodiversité dans les retenues. Alors, pour avoir caractérisé 600 retenues, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'espèces exotiques et envahissantes, par contre, très peu d'espèces très intéressantes. Voilà. Et surtout sur celles qui ont du marnage, donc les retenues qui sont utilisées. Et nous, aujourd'hui, on se pose la question, justement, on a énormément de retenues qui ne sont pas utilisées, qu'on souhaiterait réutiliser parce qu'elles ont des impacts plutôt négatifs. Et ça stocke de l'eau sans usage. Donc nous, on a toute une démarche là en ce moment de rencontrer ces propriétaires pour savoir s'il y a moyen de réutiliser ces eaux, soit pour l'irrigation, soit pour la lutte contre les incendies, parce qu'on a beaucoup de forêts aussi, donc il faut qu'on arrive à se protéger là-dessus, et soit l'effacement, quoi. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé une espèce protégée ou une biodiversité assez intéressante dans les retenues. Après, on entend beaucoup dire. Moi, pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose, quoi. Par contre, des espèces exotiques envahissantes qui sont porteuses de malénicètes pour la truite, pour les écrevisses à pattes blanches, ça j'en ai vu. Nicolas Vallée. Moi, je voulais juste revenir sur le risque de maladaptation. Ce que je voulais dire, c'est pas que c'était un facteur de maladaptation, et Nadia a très bien corrigé. Dans certains endroits, ce sera effectivement peut-être nécessaire, mais en fait, il faut penser comme sur le mix énergétique. Il faut penser à un mix hydrologique où en fait les retenues peuvent être une solution, une partie de la solution, mais certainement pas la solution, et certainement plutôt même la dernière solution à envisager avant de créer une retenue. J'ai un très bon exemple là-dessus. On a un agriculteur là sur le territoire en fait qui envisageait de créer une retenue entre 5 et 10 000 m3. Il a un élevage caprin, il s'en sortait pas au niveau, enfin les prairies ne donnaient pas assez. Donc pas autonome au niveau fourrager. Du coup, en fait, il envisageait vraiment de créer cette retenue, et on a la chance d'avoir sur le territoire, enfin la communauté de communes du Rhône-Crussol, qui portait des projets de keyline design. Donc c'est tout ce que tu disais, Benoît, tout à l'heure, où l'objectif en fait c'est vraiment de ralentir les eaux, en fait, de la laisser le maximum de temps sur le territoire pour favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols. Du coup, donc, il a fait ça au lieu et place de cette retenue de entre 5 et 10 000 m3. Il a créé quand même une petite retenue de 1000 m3 quand même en sécurité. Aujourd'hui, alors ça a été fait à l'automne, donc c'est une expérience qui commence. Aujourd'hui, l'agriculteur, en lui parlant, il est ravi d'avoir fait ça parce que ça lui a coûté beaucoup moins cher. C'est une gestion, il n'a pas à se lever toutes les nuits pour aller mettre en marche sa pompe pour aller irriguer sa prairie, parce que en fait ça se fait tout seul. Alors on a eu de la chance aussi, le printemps a été assez pluvieux, voilà. Mais je pense que on essaiera d'avoir un retour d'expérience d'ici 2-3 ans, mais ça a l'air d'être plutôt positif. Et je rejoindrai du coup ce que disait Nicolas, c'est que je pense que oui, la retenue c'est un outil, mais je pense que aujourd'hui ça doit être le dernier des outils à utiliser, quoi. C'est d'abord faisons les solutions qui sont basées sur la nature, fondées sur la nature. Ensuite, si on n'arrive pas à s'en sortir, pourquoi pas créer des retenues. Et après, c'est pareil, moi la question que j'essaye de poser en ce moment, mais qui est compliquée, c'est nous on commence à entendre il y a certains agriculteurs qui souhaitent créer des retenues pour irriguer la vigne. Ma question, on parle de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. Est-ce que alors j'adore le vin, je crache pas qu'on me propose un bon verre de vin, mais est-ce que, entre manger et boire un verre de vin, mon choix est fait, quoi. Voilà. Donc on revient un peu sur cette question de, avant de savoir si c'est bien ou c'est pas bien, c'est pourquoi on le fait, quoi. C'est quoi l'objectif. Et dans tout ce que vous dites, je crois que vous êtes un petit peu autour de la table tous d'accord sur dire, en tout cas on le dit beaucoup comme ça à l'ISARA, sur le fait, tu parlais de Benoît d'approche intégrée, on parle aussi d'approche systémique, c'est-à-dire essayons pas juste de comprendre un mécanisme de prélèvement de consommation d'eau, mais la totalité de l'écosystème et comment on fait pour gérer une dynamique hydrologique un petit peu pertinente, en tout cas plus favorable, sans avoir besoin tout de suite d'avoir une politique très anthropique, interventionniste pour casser les cycles naturels. Nadia. Oui, je voulais revenir justement sur l'exemple de l'Espagne qui était mis en avant par les pro-stockage jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et on voit cette année que ce système agricole fondé vraiment sur le stockage de l'eau s'écroule quand les retenues ne se remplissent pas.
Et donc, ça veut dire qu'ils sont arrivés à un point, tu dis, où les retenues ne se remplissent plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, ils ont eu une sécheresse longue de 2 ans. Donc déjà, on voyait même en année normale des fleuves de 50 mètres de large qui arrivaient secs à la mer. Et là où on a des années sèches, les retenues sont remplies à 30 ou 40%. Et tout le système agricole qui est fondé sur l'irrigation ne marche plus. Donc maintenant, ils dessalinissent l'haute mer, mais on voit bien que c'est une course en avant et qu'il est possible que si on n'est pas très loin de la mer. Mais sinon, dans les éléments positifs, je voulais souligner dans les bassins qui sont vraiment en tension, où l'eau manque vraiment, donc il y a une répartition des volumes prélevables entre usages. Et là où c'est vraiment en tension, le volume dédié à l'agriculture est donné à un organisme qu'on appelle le UGC, l'organisme unique de gestion concertée. Il y a des endroits où ça sert à figer l'existant. Et puis il y a des endroits où les choses sont faites de telle façon qu'on facilite l'arrivée des nouveaux entrants avec des pratiques innovantes et des besoins en petit volume. Et donc c'est un choix politique à faire, mais le stockage peut aussi être un levier pour permettre l'installation d'agriculteurs innovants, disons. Ça tombe très bien parce que c'était un petit peu quelque part la grande dernière question que je voulais vous poser à tous les trois et à Benoît aussi. Vous arrivez tous avec des petits exemples qui nous permettent de contextualiser le problème. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dire si, attention, en règle générale, avec toutes les exceptions que ça implique, en règle générale, les projets qui sont conçus et pensés, est-ce qu'ils sont plutôt dans le sens, comme tu le dis, de penser une approche système ou l'installation de petits agriculteurs avec différentes pratiques, ou enfin bref, des modèles différents, pour pas faire de caricature ici, ou est-ce qu'au contraire on est plutôt dans le fait on fait des retenues pour faire perdurer un système qui était aussi à l'origine d'un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'on sait dire s'il y a un truc plus ou moins dominant? Alors moi, juste aujourd'hui, par rapport à ce que tu viens de dire, faut avoir conscience que quand vous créez une étude, quand vous créez une retenue, il y a beaucoup d'études à faire avant la création de la retenue. Il y a le dossier loi sur l'eau, donc des études d'impact, des études d'incidence, des études hydrologiques. Aujourd'hui, nous, on s'aperçoit sur notre territoire que les petits agriculteurs qui n'ont pas forcément les moyens ne sont pas en capacité financière en fait, de payer ces études, donc ils ne pourront jamais créer de retenue. En revanche, les grosses exploitations qui, eux, ont des capacités financières intéressantes, on va dire, ou du moins qui ont déjà des capacités financières, peuvent mener ces études et du coup peuvent aboutir à la création d'une retenue. Donc en fait, pour moi, c'est là où on aimerait sur le territoire avoir un organisme unique de gestion collective, justement pour gérer ça, et pas que en fait, les plus gros s'accaparent toute l'eau, et en fait qu'on se retrouve avec que des grosses exploitations, et plus du tout de petites exploitations, où c'est souvent sur ces petites exploitations qu'on essaye de vraiment s'adapter au changement climatique, en changeant ses pratiques, en changeant ses cultures, et voilà. Une autre réaction sur cette question, ou vous êtes globalement d'accord avec le diagnostic? On n'a pas parlé du coût des retenues, qui sont souvent subventionnés en grande partie par les deniers publics et qui ensuite sont la propriété de quelques-uns pour l'éternité. Et donc j'ai entendu cette semaine une proposition d'un collègue chercheur disant que, comme souvent la subvention est à hauteur de 80% du coût total de la retenue, que l'agriculteur il ait accès effectivement à l'eau de cette retenue si lui en paye 20% pendant 4-5 ans et qu'ensuite ça revienne à la collectivité puisque quelque part c'est payé par de l'argent public. Et je ne sais pas si ça pourra passer un jour dans la réalité, mais j'ai trouvé que c'était une idée intéressante et qui mériterait d'être débattue un peu plus largement. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout développer, mais cette question du coût des retenues et en fait globalement de toutes ces solutions qui sont à proposer aux agriculteurs, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais on a affaire à des gens qui ont aussi effectivement besoin de mesurer un risque, un coût, combien ça représente de s'adapter sur le court terme, sur le long terme. Donc on ne va pas redévelopper ça, mais clairement, il y a un besoin, et ça va peut-être être la conclusion que tu pourrais nous faire, Jacques Aristide, un besoin aussi de politique, elle aussi systémique. Comment on fait pour accompagner toutes ces trajectoires de changement, pas simplement sur une question technique de quantification purement et simplement de l'eau, il en faut plus, il en faut moins. Est-ce que tu peux nous livrer tes éléments de réflexion? Oui, effectivement, la capacité de soutien finalement des acteurs publics à cette adaptation du contexte des agriculteurs par rapport à ces enjeux-là de gestion de l'eau,
elle est assez complexe, hein. Évidemment, c'est une histoire de deniers publics, comme disait Nadia. Il y a une histoire d'accompagnement aussi, d'encadrement juridique. Enfin voilà, c'est et une histoire aussi d'acceptabilité, tout simplement. Je reviens, hein, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on est vraiment sur des enjeux de distribution de l'eau, équitable ou non, hein, ça dépend à quel point de vue on a. Mais en tout cas, qui va se faire dans un contexte de plus en plus compliqué. Hein. Déjà au présent, on le voit bien par rapport à la pluviométrie et au débit des rivières, mais ça sera encore plus fort dans les années à venir. Et dans ce contexte présent et dans un futur proche, la manière de considérer ces retenues d'eau en contexte agricole révélera finalement le choix à faire entre, tu parlais Nicolas de cela, la gestion de l'offre et la gestion de la demande. Et ça, c'est vraiment stratégique, hein, du point de vue de la gestion durable des cours d'eau, mais aussi des impacts, des conséquences directement sur le type d'agriculture à privilégier par les acteurs publics, qui soient locaux, régionaux ou français ou européens. Donc finalement, on l'a vu, hein, le stockage n'est ni une solution miracle permettant l'adaptation de l'agriculture au réchauffement climatique, ni à exclure catégoriquement s'il a sa place en tant que composante possible d'une stratégie de gestion de l'eau, essentiellement à l'échelle locale, avec une logique aussi globale, évidemment, hein, d'interconnexion entre les bassins versants, en prenant en compte l'entièreté des usages et, évidemment, des initiatives de concertation pour parvenir à le fameux équilibre quantitatif. Donc tout ça pose tout simplement la question de comment va-t-on arriver à un monde plus résilient, mais en faisant probablement avec moins. Et ça, c'est l'un des grands défis, je pense, de ce siècle, mais l'exception, il n'y a pas d'exception par rapport à l'eau. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous recommande une autre émission, donc sur un fameux moteur de recherche vidéo qui commence par la lettre Y. Il y a eu deux épisodes récents par un YouTuber qui s'appelle l'Argumentarium et qui justement se consacre une vingtaine de minutes à chaque fois sur l'enjeu de ces fameuses méga-bassines dites retenues de substitution, et qui s'intéresse à la fois aux enjeux de controverse scientifique et aussi aux visions politiques qui accompagnent justement les intérêts des uns et des autres. Et c'est très intéressant et je trouve que ça complétera justement cette émission. Et puis on vous mettra aussi quelques liens complémentaires liés aux travaux des uns et des autres qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à l'émission. Voilà, c'est une émission là qui va être un petit peu longue et on n'a vraiment pas fini de creuser le sujet. Donc, on vous invite à continuer à creuser, à vous appuyer sur les éléments qui ont été donnés pour pousser encore un petit peu la problématique. Je vous rappelle que quand il y a un problème pour lequel notre vie en dépend, vaut mieux passer 50 bonnes minutes à poser le problème et juste 10 minutes pour la réponse. Faites pas l'inverse, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc creusez, posez les bonnes questions, intéressez-vous à tout le monde, au contexte local. Merci Renaud Dumas, merci Nicolas Vallée, Benoît Sarrazin, Nadia Carluère et à mon ami Jacques Aristide Perrin pour l'animation de l'émission. À bientôt dans la charrue avant les bœufs.